plaisir d'être avec vous autres ce matin. Vous l'aurez constaté, je ne suis pas Sylvain Bourdon non plus, un collègue que j'apprécie beaucoup. Et donc, on va parler de la voix des jeunes et du besoin de soutien qu'ils manifestent dans leur parcours scolaire. Mais je voudrais quand même prendre quelques minutes pour situer un peu la nature de mon travail comme chercheur et comme accompagnement de différents milieux. Je trouve ça important parce que ça nourrit et ça ouvre sur la perspective que j'adopte. Dans un premier temps, précisons que moi, j'ai une formation en psychopédagogie, donc plus spécifiquement psychologie de l'apprentissage. Alors, je suis comme un peu à cheval entre l'éducation et la psycho, c'est-à-dire utiliser les connaissances issues de la psychologie pour résoudre des problèmes en éducation. Et j'ai commencé mon travail d'étudiante, futur chercheur, en m'intéressant d'entrée de jeu à la voix des jeunes. Alors, il y a déjà plusieurs années, 25-26 ans, je m'intéressais déjà à la voix des jeunes et j'ai commencé avec les tout-petits de la maternelle. Vous allez voir que j'ai grandi avec eux. J'ai commencé avec les tout-petits de la maternelle, puis je me demandais, mais c'est comment étudier dans une langue seconde quand tu as 5 ans? Comment ça se passe? Comment ça se vit? Et j'ai été interpellée par les choses que les jeunes me racontaient et je me suis dit, bien, je vais suivre maintenant les jeunes au primaire. Et je me suis intéressée à comment ça se vit que de vivre des difficultés scolaires lorsqu'on est au primaire, l'expérience, le point de vue du jeune. Et finalement, les inquiétudes que vivaient les jeunes de la maternelle à 5 ans devenaient encore plus ancrées au primaire, avec souvent un sentiment de mal-être, je dirais, subjectif bien sûr, mais où on sentait qu'il y avait parfois des percées, il y avait parfois des contextes qui venaient un peu atténuer cette espèce de fardeau que les jeunes traînaient, qui était celle de leurs difficultés. Et il y avait donc des personnes autour d'eux, du milieu scolaire, qui arrivaient à faire de leur expérience, somme toute, quelque chose d'assez positif. Mais c'était évident que le rapport à l'autre jouait vraiment. Et je me suis dit, bien, suivons-les au secondaire maintenant. Comment ça se passe au secondaire? Et c'est là où c'était d'autant plus fascinant. Alors, les mêmes jeunes qui, au primaire, me parlaient de leur peine, de leur tristesse, de leur inquiétude, déjà à 8 ans, inquiets, est-ce que je vais pouvoir travailler un jour, j'ai de la misère à l'école. 8 ans, déjà, on se questionnait sur ces éléments-là. Au secondaire, arrivait plutôt cette forme de colère, je vous dirais. Une forme de colère qu'ils manifestaient à l'égard de leur situation, puis une espèce d'appropriation d'entière responsabilité de la situation. Alors, plus ils grandissaient en âge, plus les difficultés qu'ils vivaient, indépendamment de la source ou de la raison des difficultés, devenaient leur fardeau, le résultat de leurs actions ou de leurs inactions, puis en même temps se perdaient dans leur discours tout référent à des forces qu'ils pouvaient avoir, autres peut-être que d'écrire sans faute. Alors, des forces au niveau communicationnel, des forces au niveau artistique et des forces aussi au niveau scolaire. Et j'ai donc centré au cours des 21 dernières années de carrière en recherche mes efforts sur comprendre les jeunes, mais dans différents contextes d'intervention, que ce soit des contextes scolaires ou des contextes non scolaires, donc communautaires, qui viennent en soutien aux jeunes pour les aider dans ce qu'on appelle la persévérance scolaire. Alors, ça vous situe un peu mon champ d'intervention et ce que j'entends par la voix des jeunes. Alors, en quelques mots, je vous présenterai pourquoi la voix des jeunes, quel est l'intérêt de s'y intéresser, les contextes que j'ai pu explorer, pas l'ensemble, mais du moins quelques-uns qui m'apparaissaient importants pour l'événement d'aujourd'hui. Je vous parlerai ensuite des professionnels et des services mobilisés et ce que nous disent les jeunes de ces professionnels et de ces services-là, avec une brève conclusion. Alors, pourquoi la voix des jeunes? Bien, d'une part, depuis les années 90 environ, et encore plus récemment dans la dernière décennie, il y a beaucoup d'auteurs qui vont écrire sur l'importance d'écouter et de prendre en compte la voix des jeunes pour améliorer l'expérience scolaire.
Je vais faire une adéquation qui est un peu simpliste. Sachez qu'il y a plein de nuances, mais je vais juste vous donner une idée générale. Plus l'expérience scolaire est positive, plus je persévère. Moins l'expérience scolaire est positive, plus c'est difficile de persévérer, même que l'expérience scolaire peut mener à des problèmes de santé mentale, peut mener à des indicateurs de stress très élevés, peut mener à de l'anxiété. Alors, en jouant sur la qualité de l'expérience scolaire, on réduit le mal-être, on réduit le stress qui est vécu à l'école et on contribue donc à faire en sorte qu'apprendre peut être agréable et non pas uniquement source de souffrance. Et quand on entend les jeunes et quand on prend en compte l'expérience des jeunes, ça nous permet d'améliorer l'expérience scolaire. Et d'une part, ce qu'on dit ou ce qu'on recommande dans la littérature, c'est vraiment de s'assurer que les jeunes participent à la prise de décision les concernant. Et là, dépendamment de vos milieux d'intervention, vous pouvez réfléchir dans quelle mesure les jeunes participent à la prise de décision les concernant. Concernant, je suis dans le domaine scolaire, concernant leur trajectoire scolaire, concernant leurs objectifs de formation, concernant le choix du milieu scolaire qu'ils souhaitent fréquenter ou du programme qu'ils souhaitent fréquenter à l'intérieur d'un milieu scolaire. Autre chose, c'est que la voix des jeunes, c'est aussi donc de donner l'occasion, de faire des choix. Et en faisant ses propres choix, on apprend aussi à mieux se connaître. Plus les jeunes grandissent en âge, plus ils vivent des difficultés scolaires. Actuellement, moins on leur donne l'occasion de faire des choix et plus ils perdent de vue qui ils sont. Souvent, on va voir des jeunes qui vont quitter l'école, qui vont se reconnecter avec qui ils sont et éventuellement réintégrer l'école, mais avec une force, une solidité qu'ils n'avaient pas auparavant, qu'ils avaient perdue au fil du temps. La prise en compte des propos des jeunes, c'est aussi intéressant pour les enseignants ou les acteurs qui travaillent à même l'école, et on va parler de bonification de pratiques pédagogiques qui va venir soutenir l'engagement et l'apprentissage des élèves. Alors, tu as des milieux scolaires très ouverts qui vont vraiment faire des activités qui visent à recourir et à aller chercher la voix des jeunes sur la qualité de l'enseignement qui se fait dans la classe, sur les stratégies qui les aident le mieux à apprendre, qu'est-ce qui fait qu'ils restent engagés. Et quand l'enseignant et ou l'école prennent ça en considération, bien, on remarque un plus grand engagement à l'apprentissage, indépendamment de la présence ou non de difficultés. On voit aussi que la participation à la prise de décision, le partage de ses opinions sur l'expérience scolaire, va permettre aux jeunes d'avoir un discours qui est plus nuancé. Alors, l'école n'est plus juste un gros nuage gris. L'école, bien, parfois, il fait beau, puis parfois, il fait moins beau. Et moi, bien, parfois, je suis fort, puis parfois, je suis un peu moins fort. Parfois, je fais des bons coups, parfois, je fais des bêtises. Alors, on va développer, plus on est explosé et plus on nourrit la voix des jeunes, on va développer chez les jeunes un discours qui est plus nuancé en relation avec l'enseignant. Donc, une belle stratégie à mobiliser. Par contre, on voit aussi dans la littérature que plus les jeunes sont vulnérables, moins on arrive où on s'intéresse, où on va chercher la voix des jeunes. Et dans le vulnérable, on peut penser à des enjeux de communication, on peut penser à des personnes qui vivent avec certains handicaps, certaines incapacités, on peut penser à des jeunes qui sont très isolés. Alors, on est vraiment dans une multitude de possibles, mais ça révèle un réel défi parce que ces jeunes-là aussi ont des choses à nous dire et à nous apprendre sur leur expérience scolaire. Et dernier élément, lorsque on donne la parole aux jeunes, les jeunes sont les premiers à le dire. Si vous nous donnez la parole, soyez authentiques. Ne le faites pas juste via, exemple, une enquête, mais qui, en bout de ligne, ne servira jamais à rien et où on ne verra aucune trace de l'utilisation de ces résultats. Vous voulez nous entendre? Bien, écoutez-nous réellement, faites de nous des partenaires de vos projets et exploitez, utilisez, soyez influencés par ce qu'on vous dit.
Alors, vraiment fort pertinent ce que les jeunes peuvent nous apporter. Du côté des contextes explorés. Alors, je vous disais tout à l'heure que je me suis un peu promenée. En fait, j'ai débuté avec les petits, puis j'ai eu le coup de cœur, j'ai continué, j'ai grandi avec eux. J'ai quand même toujours plus de rides que les jeunes que je côtoie, mais bon, ça peut être... Mon père dirait que c'était de la sagesse. Mais au secteur des jeunes, de ce dont je vais vous parler aujourd'hui, je pense particulièrement au parcours de formation axé sur l'emploi, donc des jeunes de 15 à 18 ans qui vont... être, et je le dis, c'est pas un mauvais mot, c'est le vrai mot, qui vont être placés au parcours de formation axé sur l'emploi à 89 % environ. Alors, pour qui ce n'est pas un choix, c'est une décision école, pour qui on n'a pas fait partie de la prise de décision. Le parcours de formation axé sur l'emploi, c'est donc un parcours qui est destiné à des élèves de 15 ans qui n'ont pas les acquis du primaire ou les acquis du premier cycle du secondaire, il y a 2 voies, et qui mènent à une première qualification chez les jeunes. Dans les projets menés, on s'est beaucoup aussi intéressé au secteur des adultes, plus spécifiquement la formation générale des adultes, auprès des jeunes de 16 à 24 ans, parfois les 16-18 pris isolément, qui font un passage sans interruption de l'école secondaire à l'éducation des adultes, et parfois dans d'autres études, plus globalement, les 16-24, sur leur expérience scolaire à l'éducation des adultes, leur profil psychologique et leur bien-être. Aussi, le secteur professionnel, donc 16-19 ans plus particulièrement. Puis sachez qu'entre ces 3 secteurs de formation-là résident beaucoup de liens. Résident beaucoup de liens parce que les jeunes du secteur jeune vont transiter vers le secteur adulte. Les jeunes du secteur jeune souhaitent transiter vers le secteur professionnel. Les jeunes aux adultes souhaitent transiter au secteur professionnel ou faire les études de secondaire ou avoir des prérequis ou par exemple, secondaire 4 pour entrer à l'armée. Donc, tous ces 3 secteurs-là sont en constante interaction, soit dans le présent, soit dans une pensée future, soit même en concomitance, toujours auprès des jeunes 16-24 ans. Je trouvais intéressant de vous parler brièvement des raisons qui motivent les jeunes de 16-18 ans, plus spécifiquement, à quitter l'école secondaire sans interruption pour l'éducation des adultes. Quand je dis sans interruption, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une interruption minimale, au sens où je quitte l'éducation secondaire, je fais ma demande d'inscription à l'éducation des adultes et ça se peut que je sois placée sur une liste d'attente pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois pour pouvoir débuter ma formation, mais le temps d'arrêt n'est pas un temps d'arrêt volontaire, si l'on veut, de formation, on est vraiment dans un délai administratif. Alors, ce qu'on remarque chez les jeunes, il y a tout un pan des raisons qui reposent sur l'expérience de l'école secondaire, qui est, ma foi, plutôt difficile et ou négative. D'une part, une perception négative de l'école secondaire où on a l'impression de faire du temps. Alors, on attend d'avoir 16 ans pour quitter à l'éducation des adultes. On attend, parce qu'on nous a déjà dit un jour naguère qu'en allant en adaptation scolaire, ça sera un passage transitoire et qu'au final, ça devient permanent. Alors, je fais du temps, j'attends, pour pouvoir quitter et aller ailleurs. Le climat de classe, qui est plutôt négatif, revient également fréquemment, notamment un climat qui va nuire à la compréhension de la matière ou de la discipline qui est enseignée. Un manque de respect entre les élèves, et ça, c'est quelque chose qui les dérange. Alors, si dans la classe, les relations sont malsaines, on n'a pas le goût d'y rester et d'y demeurer. Un climat qui est souvent associé à un climat de compétition. Vous pouvez penser au tableau des plus hautes notes, vous pouvez penser à des systèmes de renforcement qui reposent non pas sur l'effort, mais sur la note, sur la réussite, sur le nombre de livres qui a été lus, etc., plutôt que sur l'effort, sur l'atteinte de ses propres objectifs.
À cet aspect-là, j'ai envie de vous donner un exemple bien concret dans le climat de compétition. Un jeune qui, en raison de ses difficultés scolaires, se voit privé de participer à toute la préparation des décors pour les pièces de théâtre de l'école. Alors, si tu as des bonnes notes, tu peux le faire, sinon tu ne peux pas. Alors, vous voyez que ça renvoie vraiment à des enjeux où la réussite scolaire occupe une place trop importante quand on pense à tout ce dont, à tout ce que peut représenter l'école comme milieu de vie, de milieu d'apprentissage. On parle aussi, chez les jeunes qui quittent l'école secondaire pour le secteur adulte, d'un climat où l'attitude de l'enseignant à leur égard est plutôt froide. Certains vont même nous dire plutôt désobligeante. De certains enseignants. Les jeunes sont quand même capables de faire la nuance entre les enseignants qui croient en eux, qui les respectent, et ceux avec qui les relations sont beaucoup plus difficiles. Ils vont aussi critiquer le rythme d'apprentissage où, dans la classe secondaire, on apprend en même temps la même chose, au même rythme, à même heure, puis on est évalué en même temps, à la même chose, au même rythme, à même heure. Alors donc, une structure scolaire secondaire qui est restée quand même assez statique avec le temps, ce que reprochent les jeunes qui font le choix d'aller aux adultes. Enfin, les jeunes font aussi ce choix-là parce qu'ils sentent qu'il manque d'encadrement à l'école secondaire, l'encadrement en termes d'apprentissage. Donc, recevoir des explications qui sont mieux adaptées à leurs défis. Certains jeunes vont nous dire, bien, tu sais, des fois, moi, une explication, c'est pas suffisant. Des fois, j'ai besoin de 2, puis 3 et 4 explications, mais le prof, ça le choque. Il pense que c'est parce que je ne l'ai pas écouté, c'est parce que je le niaise. Donc, il m'attribue des intentions que je n'ai pas. J'ai juste besoin de l'entendre encore. Je n'ai juste pas compris de la première fois. Ils ont le sentiment aussi d'avoir souvent peu de soutien. Je peux penser à un jeune maladie chronique qui, en raison de sa maladie chronique, avait des nausées, voire des vomissements très importants. Et lorsqu'il voulait sortir de la classe, bien là, on lui disait, bon, là, c'est assez, prends des respires, ça va passer, tu peux pas toujours... Et finalement, c'est le médecin de famille de l'élève en question, de l'adolescent, qui a dû se présenter à l'école pour expliquer aux enseignants que c'était pas fake, là, que cet enfant-là était malade. Et donc, quand l'enfant avait besoin de sortir parce qu'il avait des nausées, il fallait lui permettre de le faire. Alors, le soutien n'est pas juste, le manque de soutien, les jeunes ne nous parlent pas juste d'un soutien académique, mais d'un soutien qui est beaucoup plus large que ça dans leur vie de tous les jours. Les jeunes reprochent aussi, ou dans les explications qu'ils donnent pour quitter dès l'âge de 16 à 18 l'école secondaire, c'est aussi le manque perçu d'encouragement de la part de certains enseignants. Donc, l'école, c'est difficile, nous avons des difficultés scolaires et bien, on aurait besoin qu'on nous encourage plutôt qu'on nous dise à quel point on est en difficulté. On va être plus joyeux tantôt, je vous promets. Dans les raisons qui motivent aussi ce choix-là, il y a des éléments dont les jeunes nous parlent qui sont liés à leurs propres caractéristiques. Alors, c'est encore eux, ce sont leurs mots et non pas les miens. Les jeunes qui vont dire, bien moi, j'ai des difficultés de comportement ou j'ai des troubles de comportement. Donc, je quitte l'école secondaire parce que j'ai des difficultés ou j'ai des troubles, ce qui fait que je suis en conflit avec les enseignants, je suis en conflit avec les élèves et ou en conflit avec la direction. Certains nous disent tout simplement, bien moi, je me suis fait mettre dehors, mais je veux continuer d'aller à l'école, donc je vais aller à l'éducation des adultes. D'autres vont nous dire, bien moi, j'ai des difficultés d'apprentissage ou des troubles d'apprentissage et j'ai cumulé tellement de retard scolaire que je ne vois pas d'issue. Et je pense qu'en allant aux adultes, je vais réussir à récupérer ou du moins à poursuivre mes apprentissages. D'autres encore qui vont nous parler du redoublement. Alors, redoubler 1 fois, 2 fois, 3 fois, puis au final, tes pairs de la classe ne sont plus les tiens. Tu perds ton réseau social. Ils nous diront dans leurs propres mots, tu te sens nul, tu te sens poche, tu te sens con. Alors, j'aime mieux essayer ailleurs. Et finalement, ces jeunes-là qui vont nous dire, bien, je me sens ben trop vieux pour l'école secondaire.
au final. J'ai 16 ans, 17 ans, puis je fais de la 6e année du primaire. Ça n'a aucun sens. Je veux aller à l'école des adultes. Donc, et je dois vous dire, je l'ai mentionné un petit peu tout à l'heure, mais je dois vous dire que quand ils nous parlent de ces caractéristiques-là, ils sont quand même assez convaincus qu'ils ont un trouble de comportement ou qu'ils ont une difficulté de comportement, là. Ils ont très, très bien intégré l'étiquette, entre guillemets, qu'on leur a donnée. Je ferai quand même une nuance, la nuance de jeunes qui peuvent avoir un trouble spécifique ou une maladie chronique, qui vont nous expliquer, oui, moi, j'ai une dyslexie. À cause de ma dyslexie, j'ai de la difficulté en écriture, mais je ne suis pas que la dyslexie. Alors, il y a quelques cas d'exception, et ces cas d'exception-là, c'est souvent des troubles spécifiques que l'élève a bien connu et est capable de distinguer, au même titre que la maladie chronique, que l'élève comprend bien l'état de sa situation, est capable de faire des nuances entre sa vie scolaire en général et les problèmes qui peuvent l'habiter. Je pense à un autre jeune qui a quitté l'école secondaire, justement de maladie chronique intestinale, et où parfois il devait se dépêcher pour aller à la toilette, puis certains enseignants ne voulaient pas. Alors, il y a une journée où il n'a pas pu se rendre aux toilettes. Suite à l'intervention de l'enseignant, il est parti, il a claqué la porte, puis il est allé à l'éducation des adultes en disant « Plus jamais personne ne va m'empêcher d'aller aux toilettes ». Fait que vous voyez, c'est à la fois scolaire, le rythme d'apprentissage, le sentiment d'être soutenu, encouragé, mais tout un autre pan qui relève plus d'avoir confiance aux jeunes. Quand un jeune nous dit « Bien, moi, j'ai ce défi-là », il y a comme une espèce de méfiance. Certains l'ont expliqué, il y a des études qui datent de plusieurs années quand même, mais qui démontraient à quel point dans notre champ d'activité, on est tellement habitué de voir un jeune en difficulté où on croit qu'il ne fait pas d'effort, qu'à un moment donné, on ne fait plus la distinction entre effort, pas effort, au même titre que des psychiatres, par exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette étude-là, une très vieille étude, mais des psychiatres qui avaient, c'est dans un cours de maîtrise en psycho, des jeunes qui ont dit « Bien, moi, j'entends des voix, etc. » Alors, les jeunes ont été hospitalisés en psychiatrie. Puis, dans le cours, l'idée, c'était qu'une fois que tu étais hospitalisé, tu revenais toi-même. Donc, tu pouvais dire à ton psychiatre et aux infirmières, « Non, non, moi, j'en ai pas de problème, là. Je suis dans un cours, je suis à l'université, je fais une maîtrise, on faisait une expérimentation. » Bien, il y a des jeunes qui sont restés hospitalisés 19 jours jusqu'à temps que le prof de l'université aille les sortir de là. Puis il nous disait, bien, il ne nous croyait plus. Les infirmières disaient, « Non, non, je ne veux pas de médication. » Oui, c'est important. Ils ne pouvaient plus faire la nuance. Fait que ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est de la surspécialisation. On finit qu'on a des œillères, puis on voit ce qu'on veut voir parce qu'on a été formé à voir ça. Et parfois, il faut comme se laisser un petit peu plus de marge. Alors, si vous étudiez en psycho, puis on vous fait la proposition d'aller faire une expérimentation de la sorte, soyez bien avisés, ça pourrait durer plus que 24 heures. Quand les jeunes font leur entrée à l'éducation des adultes, que ce soit un jeune qui est parti du secondaire vers l'éducation des adultes, un jeune qui a été au parcours de formation axé sur l'emploi jusqu'à la fête de ses 16 ans, puis qui est parti à l'éducation des adultes, ils ont dans leurs propos des éléments qui sont quand même assez récurrents. Je m'en vais à l'éducation des adultes, pourquoi? Assez simple comme question, mais des réponses qui en révèlent beaucoup. Réussir ma vie. Avoir un futur, commencer sa vraie vie d'adulte, se reprendre en main, réaliser ses rêves, se sentir bien, avoir un emploi intéressant. Ce qu'on voit là, dans le fond, c'est le poids du diplôme. On est tellement dans un discours que la persévérance mène inévitablement à un diplôme reconnu par le ministère, que les jeunes qui peinent à obtenir le diplôme, malgré une présence assidue à l'école, ont le sentiment qu'ils vont passer à côté de leur vie. Et c'est là que le stress embarque, que la crainte embarque, puis que la disposition à apprendre devient un peu chambranlante. Et je me plais toujours à faire une nuance entre persévérance et diplomation. C'est pas vrai
que la persévérance mène inévitablement à la diplomation. C'est pas vrai. Les jeunes, on a fait des études rétrospectives de la maternelle jusqu'à l'âge de 24 ans. On a fait 3 cohortes distinctes en Mauricie. Mauricie, somme toute, on est dans le milieu du peloton en termes de réussite scolaire, diplomation et autres. Et les jeunes en difficulté, ils sont persévérants. Ça va à l'école ordinaire, ça va aux adultes, ça repart, ça revient, ça va en FP. C'est fou, la persévérance qu'ils manifestent. Mais dans les études de cohorte, les portraits de cohorte, on a à peu près 35% de ceux qui ont été identifiés EHDA par l'école qui diplôment avant 24 ans. Mais ils sont nombreux à persévérer. Alors, c'est bien d'avoir un discours de persévérance, c'est important. C'est bien de promouvoir l'obtention d'un diplôme ou d'une qualification, mais il faut quand même faire attention pour pas que les jeunes arrivent à la conclusion que sans ce diplôme, je ne suis rien. Il est là le danger. Il est là le danger. Puis quand on parle plus d'une attitude, on apprend tout au long de la vie, je pense que c'est le discours à avoir, puis de valoriser la persévérance et l'apprentissage, c'est hyper important. Reconnaître une valeur du diplôme, oui, mais il ne faut pas que ça soit la fin de la vie en soi, là. Si on se fie, en fait, aux répercussions chez les jeunes. Je vous ai mis ici un petit pourcentage. Dès l'entrée au parcours de formation axé sur l'emploi, 22,2 des inscrits veulent aller à l'AFP et 21,8 veulent aller à la FGA. Donc, j'ai 15 ans, on vient de me placer dans le parcours, 89% des jeunes. Il y a un 10% que ça relève plus des parents, et la balance, c'est le choix de l'élève. Et déjà, je suis au parcours, mais ce n'est pas pour le parcours. Je suis ici parce que j'attends mon 16 ans pour partir ailleurs. Les professionnels et les services mobilisés. Dans ces différents secteurs-là, dont je vous ai parlé, l'AFP, le parcours et l'éducation des adultes, il y a eu des projets où vraiment les discours des jeunes étaient axés sur les personnes ou les ressources mobilisées autour d'eux qui pouvaient faire la différence. On parlera ici notamment du Carrefour Jeunesse-Emploi ou des Carrefour Jeunesse-Emploi, des jeunes qui ont participé à des programmes tels que Tango, Podium et Alternative Suspension. Donc, des programmes qui ont un lien avec l'école, où il y a une forme de partenariat avec l'école, mais entendons-nous que les formes de partenariat ne sont pas tous égaux. Je vous dirais des partenariats où les intervenants psychosociaux du Carrefour peuvent entrer dans l'école, peuvent venir dans la classe du jeune, et d'autres où ça s'arrête au bureau du directeur lorsqu'il y a réinsertion après alternative suspension. Alors, on a vraiment une variabilité au niveau de la réelle, je dirais, d'une collaboration authentique versus un service en périphérie. La Maison des jeunes, beaucoup dans des projets qui permettent l'aide aux devoirs ou encore des ateliers variés, ateliers sur la connaissance de soi, ateliers sur parfois l'orientation scolaire. Alors, toute une variété d'ateliers. Et ici, on fait surtout référence aux jeunes de l'école secondaire du parcours de formation axé sur l'emploi qui sont mobilisés dans les travaux qu'on a faits du moins. Les professionnels des services éducatifs complémentaires, on est dans tous les secteurs, FP, FGA et parcours de formation axé sur l'emploi, orienteurs, orthopédagogues, psychologues scolaires, etc. Ce qui est fort intéressant, c'est que les jeunes du parcours sont pas capables de nous dire qui est orthopédagogue, qui est psychologue, qui est psychoéducateur, mais ils sont capables de nous dire le monsieur qui ou la madame qui, et là, ils nous décrivent ce que fait le monsieur ou la madame. Ça les aide. Ou encore, cette personne-là, elle est toujours accueillante. Ou cette personne-là est toujours contente de me voir. Mais ils peinent à nommer quel est le rôle ou la fonction de cette personne-là. Et c'est quand même troublant, parce que au parcours, on est avec des 15-18 ans, là. Hein? Puis des fois, ça questionne, on se dit, est-ce qu'il y a une infantilisation ou est-ce que c'est parce c'est pas important de savoir
qui est la personne qui les accompagne. L'orthopédagogue, elle est plus là pour les apprentissages. Oui, en partie le soutien affectif dans l'apprentissage, mais ce n'est pas du tout la même fonction que l'orienteur. Ça ne vaut pas la peine de savoir qui est qui puis pourquoi qu'on la voit. Ça me questionne, mais bon. Les services éducatifs complémentaires, on les voit aussi beaucoup à l'éducation des adultes dans la transition entre des projets tels que Tango Podium et l'arrivée à l'éducation des adultes. Et là, on est complètement dans une autre dynamique. On est avec des jeunes qui nous ont dit « Moi, j'ai un problème à m'organiser. » Puis à travers tout ce que j'ai fait au Carrefour Jeunesse Emploi, ils ont pu me montrer que c'était un enjeu pour moi. Donc, quand j'arrive à l'éducation des adultes, le Carrefour, m'a tout de suite mis en contact avec la personne qui va m'aider, qui va venir m'aider à mieux m'organiser. Alors, il n'y a pas d'espèce de délai, faut que tu sois en échec avant qu'on te donne de l'aide. Il y a déjà dans ce mécanisme de transition entre les programmes du Carrefour et l'éducation des adultes, on va déjà pister des personnes ciblées pour répondre aux besoins que les jeunes ont identifiés. Et dans ce contexte-là, les jeunes connaissent le nom ou le rôle que joue la personne, l'éducateur, le psychologue, le psychoéducateur. Un autre jeune qui me disait, ben moi, je suis gay, je suis partie de l'école secondaire, j'ai quitté l'école, je me sentais pas bien, je me sentais jugée, je suis allée au Carrefour, j'ai fait le projet Podium, puis quand je suis revenue, bien, ils m'ont mis en contact avec un psychologue pour que j'apprenne à être bien puis à l'accepter, puis aujourd'hui, ça va bien. Alors, c'est comme si le Carrefour, un peu, avait ce rôle-là pour les jeunes, très appréciable de mettre en relation avec le professionnel qui va les aider dans l'atteinte de leur objectif. Les jeunes vont aussi parler des enseignants, mais des enseignants qui font la différence. Hein? On est vraiment dans la section « les professionnels qui font une différence ». Et les enseignants qui font une différence, ce n'est pas les enseignants, les stars des maths puis les stars de la grammaire. C'est des enseignants qui sont contents de voir les jeunes. C'est des enseignants, on en parlera un peu plus tout à l'heure, mais qui établissent une réelle relation avec les jeunes, indépendamment de leurs résultats scolaires. Et elle est là, la clé. C'est lorsque le résultat scolaire, la note, interfère dans la qualité de la relation. C'est ce que nous disent les jeunes. Quand ça nuit, on n'est plus capable d'apprendre, on n'est plus bien, on va ailleurs. Mais quand on peut préserver la relation indépendamment de la note, on va se donner puis on va s'engager. Donc, je vous ai mis ici les éléments clés de ce qu'on retient dans le discours des jeunes, indépendamment des milieux dont on a discuté, donc parcours, adultes et FP, avec un soutien Maison de jeunes, soutien Carrefour Jeunesse et soutien des services éducatifs complémentaires. D'une part, les jeunes apprécient et nous disent on a besoin d'un soutien individualisé. Un soutien individualisé au plan personnel ou au plan scolaire, sous forme de discussion, de conseils, de valider les besoins, d'être entouré, d'être rassuré, d'être soutenu. Et je vous ai mis une petite citation, « Me donner du courage et de l'espoir pour l'école et pour performer. » Me donner du courage et de l'espoir. C'est des mots qui reviennent souvent. Je vous ai mis une deuxième citation, parce qu'il y a des choses qui se passent à l'école qui déboulent. Quand on a de la misère, que l'on veut lâcher, que l'on est full down, elle le remarque, elle vient nous voir, on parle avec elle, elle nous conseille et ça repart. Alors, ce soutien-là, je le réitère, va au-delà du résultat scolaire. Il est là dans un souci de bien-être individuel. Et donc, on est avec des gens, indépendamment de leur provenance, qui accordent beaucoup d'importance au bien-être de la personne puis à ce qu'il vit ici et maintenant.
Soutien dans le développement de la connaissance de soi, ça ressort constamment. On vient de terminer une étude, mais je dis on vient, ça fait peut-être 1 an ou 2, mais il y a tellement de données là-dedans, auprès de 600 quelques jeunes du Québec à l'éducation des adultes. Puis même chez les 24 ans, la connaissance de soi, ça continue d'être criant. Alors les jeunes vont nous dire on a besoin d'ateliers variés pour apprendre à se connaître. Puis je reviens avec ma petite intro de tantôt. Au primaire, ça leur fait peur, on a de la difficulté, ça fait peur, je vais-tu me trouver un emploi? Plus ils avancent en âge, plus ils intériorisent « j'ai un trouble de ci, j'ai un trouble de ça, j'arrive pas à comprendre, ma maladie m'empêche de », puis ils perdent le regard objectif de qui ils sont pleinement. Et ce qu'ils nous disent, les 16-24, c'est « reconnectez-moi avec qui je suis, aidez-moi à me retrouver ». À retrouver mes forces. Alors, ils sont prêts à faire des ateliers sur la gestion de stress, souvent ils m'ont parlé d'ateliers des couleurs, je ne sais pas s'il y a des gens ici qui connaissent l'atelier des couleurs, mais c'est revenu souvent sur les personnalités, ateliers sur les styles de communication, ateliers sur mes forces, ateliers sur mes intérêts, puis je pense que plus loin, on va en parler, mais ça va aussi dans la gestion du budget, puis comment ça marche un loyer, là. Mais toute la question de la connaissance est importante. J'ai beaucoup travaillé sur moi et ce qu'on m'a appris m'a servi de repère. Les jeunes nous disent souvent, c'est que grâce aux ateliers du Carrefour, grâce aux ateliers de la Maison des jeunes, je me suis retrouvée et ça me permet maintenant d'avancer. Parce que quand on avance et on ne sait pas pourquoi on avance, on ne va pas nulle part. Alors, ces ateliers-là deviennent comme un peu un prérequis pour se retrouver, pour avancer par la suite. Le soutien de l'entourage, mais dans une relation qui est respectueuse. Respectueuse à leur égard, donc à une attitude positive des enseignants, une relation qui est significative, mais aussi la disponibilité. Je dois vous dire qu'à cet effet-là, ceux qui gagnent la médaille d'or, là, c'est la FGA puis l'AFP. La formation générale des adultes, ils sont assez unanimes pour nous dire « Wow! Ces profs-là, là, vraiment, ils nous soutiennent, même si on a de la difficulté. » L'AFP, les profs de FP nous disent « Ça n'a pas de bon sens, je connais rien aux jeunes qui ont de la difficulté. » Mais il reste que les jeunes les adorent parce que les profs de FP ne les voient pas à travers leurs difficultés. Les profs de FP les voient à travers le métier qu'ils sont en train d'apprendre. Alors, pour les jeunes, c'est très valorisant, c'est quand même drôle. Et ce soutien-là et les relations respectueuses, c'est aussi un discours unanime qu'on entend quand les jeunes sont en relation avec les services communautaires qui gravitent dans l'école, les deux que je vous ai nommés, notamment les acteurs du Carrefour et les acteurs des maisons de jeunes. Je vous ai mis une petite citation encore une fois. Ils sont vraiment là parce qu'ils aiment ça. Ils veulent vraiment interagir avec le monde. Donc, on ne sent pas que c'est un fardeau de venir soutenir les jeunes. On voit aussi que les professionnels agissent en réponse à des besoins. Les jeunes vont nous parler du besoin de se donner un projet de vie. Hein? 16-24 ans, on a besoin de se donner un projet de vie. Qu'est-ce que je veux, moi? C'est quoi mes choix professionnels? On va nous parler beaucoup à ce niveau-là, que c'est vraiment les intervenants psychosociaux et les orienteurs qui vont nous aider. C'est difficile de rester à l'école quand tu ne sais pas ce que tu envisages de faire plus tard. Vivre une expérience qui est valorisante. Les jeunes nous parlent beaucoup. On revient encore à la connaissance de quoi? Valorisante parce qu'on redécouvre ses forces, parce qu'on reconnaît nos forces. Des jeunes de 24 ans qui nous disent « Moi, j'adore mon prof parce qu'elle est capable de reconnaître mes forces. » On entend ça chez les jeunes de 12 ans, mais ça reste un besoin. Quand on a été fragilisé par les expériences scolaires négatives, ce besoin-là d'être reconnu à l'école ou dans un contexte d'apprentissage semble demeurer. On parle ici beaucoup des enseignants et des animateurs des maisons de jeunes où on souhaite qu'on reconnaisse nos forces. Améliorer le bien-être général, fait aussi partie des propos des jeunes. Le stress, ils ne nous parlent pas d'anxiété, hein, c'est leur mot, ils nous parlent de stress. Donc, la gestion du stress occupe une place importante.
Développer des habiletés sociales, ça fait partie aussi des choses qu'ils demandent. Donc, de mieux interagir avec les autres. Je dis quoi, moi, à un employeur que je suis susceptible de rencontrer? Comment j'entre en relation avec la caissière? Je vous donne vraiment des exemples qui nous parlent. Gênée d'aller demander chez Canadienne Tire, ils sont où les vis 2,5 pouces là, pour le deck en bois? Là? Alors, comment on fait pour entrer en relation dans quelque chose qui est autre que de l'amitié entre des camarades? Vous comprenez? Dans quelque chose qui est peut-être plus engageant ou formel. Les jeunes, dans les besoins qu'ils nomment, c'est aussi de développer des connaissances minimales à l'égard de la vie adulte, en fait, gérer son budget, un loyer, un bail, ça marche comment, tout ça? L'impôt, comment ça fonctionne, cette histoire-là d'impôt? C'est quoi un REER? Un jeune qui récemment est étudiant à l'AFP, travaille, puis dans le cadre de son travail, il a un petit pourcentage de REER, puis il ne savait pas quoi faire avec ça. Je fais quoi? Faut-tu que je les appelle? Ils vont-tu m'envoyer ça à la fin de l'année? C'est quoi un REER? Puis, mais ça veut dire quoi? Alors, plein d'éléments de la vie qui occupent une importance parce qu'on est dans l'amorce de la vie adulte, bien entendu. À cet effet-là, ils vont nous parler beaucoup du travail des intervenants psychosociaux puis des animateurs de maisons de jeunes qui vont les aider, qui vont répondre à ces interrogations-là. L'agir enseignant. L'agir enseignant, on l'a vu tantôt, que l'enseignant qui est à l'écoute est aussi nommé par les élèves. Et en sorte, quand les élèves ou les étudiants nous parlent des enseignants, ils nous en parlent comme un tuteur de résilience. L'enseignant va manifester de l'écoute et de l'affection. Alors, il y a vraiment cette appellation, mon prof, il m'aime quand même. Moi, je vois mon Maximilien, là, 18 ans, là, moi, mon prof, il m'aime quand même. Il m'aime quand même. Puis c'est important, là. Tu vois que ça occupe une place importante. Un enseignant qui s'intéresse à ce que le jeune peut faire. Martin le disait ce matin, hein, c'est pas juste les difficultés, mais c'est de reconnaître les forces, reconnaître ce qu'on peut faire, reconnaître ce qu'on est capable de faire, parce qu'à un moment donné, il l'oublie. Des jeunes qui vont parler justement, ben moi, il faut que mon prof croie plus en moi que moi, parce que moi, j'y crois plus. Et c'est à un moment donné la croyance de l'autre qui me permet d'avancer puis de reconstruire une croyance en moi-même. Facilite l'estime de soi. Alors, sentir qu'on a de la valeur aux yeux de l'autre, ça fait partie des choses. Moi, je sens que j'ai de la valeur aux yeux de mon enseignant. Alors, voilà la recette gagnante des enseignants qui font une différence. Évite les phrases qui font du mal. Donc, en d'autres mots, ce que le jeune nous dit, c'est qu'il reconnaît l'histoire personnelle d'échec. Une histoire personnelle d'échec, c'est vraiment ce qui amène le jeune à construire son regard à son égard. Est-ce que je me sens compétent ou incompétent? Est-ce que je sens que j'ai de la valeur ou j'ai pas de valeur? Est-ce que je sens que je suis en contrôle, que je peux le faire ou je ne peux pas le faire? Et l'histoire personnelle vient en quelque sorte nous amener dans cette posture-là de croyance et donc d'ouverture ou, à l'inverse, de fermeture par la crainte. Et les enseignants qui font la différence pour les jeunes, ce sont ces enseignants-là qui reconnaissent qu'après avoir eu plusieurs échecs, c'est normal que j'ai moins le goût de prendre des risques. C'est normal que j'ai le besoin d'être un petit peu plus soutenu puis d'être un peu plus poussé. Mais à travers ça, je vais apprendre mon autonomie. Mais il y a un moment initial où on a besoin de cette locomotive-là, versus des phrases qui font mal. « Ah, ça, je le sais, pour toi, c'est bien difficile. » Ça, c'est un exemple de phrase qui fait mal. « Ah, c'est sûr que toi, ça, c'est... Ouais, peut-être qu'on ne le fera pas, ce numéro-là. Pour toi, c'est trop dur. » Ça, c'est des phrases qui font mal. En conclusion, je ne sais pas si vous voyez, mais mes petits dessins, ils avaient tous du sens. Hein? Fallait-tu que je le dise? En conclusion, je dis ça parce que je voyais la petite fleur qui se faisait arroser. Là.
En conclusion, je vous dirais que ce qu'on a appris, ou du moins ce qu'on a appris dans les travaux que nous, on mène auprès des jeunes, dans ce qu'ils vivent en termes d'expérience scolaire, c'est qu'il faut, d'une part, valoriser et promouvoir les opportunités de collaboration authentique. L'authentique, là, il est capital entre milieux scolaires et organismes externes qui offrent une voix aux jeunes. Je vais vous donner 2 ou 3 exemples d'authentisme versus l'inverse. Une maison de jeunes qui fait de l'aide aux devoirs et qui souhaite aller rencontrer les jeunes des parcours, puis je dis aide aux devoirs, mais avec tout un... Aide aux devoirs étant un noyau, là, mais en sachant qu'autour de ça arrive tout ce qu'on a nommé, là, des ateliers, connaissance de soi, du soutien, de l'humour, etc. Et les jeunes, les gens donc de la maison de jeunes veulent aller rencontrer et se font fermer la porte par un nombre impressionnant d'écoles qui pensent à tort que la maison de jeunes, c'est là où les jeunes vont, entre guillemets, fêter, foirer, perdre leur temps le soir. C'est des croyances, mais il y a encore cette espèce de croyance-là qui subsiste. Et il y a des cas d'exception où un enseignant ou 2 enseignants d'une école vont dire « Venez dans ma classe rencontrer mes jeunes. Venez leur parler de votre programme d'aide aux devoirs. Venez leur dire ce que vous faites. » Alors, collaboration authentique, parcours de formation axé sur l'emploi, Carrefour Jeunesse Emploi. Carrefour des intervenants qui peuvent circuler dans l'école, faire un suivi auprès des jeunes qui ont fait alternative suspension, versus des jeunes qui s'en vont faire alternative suspension. Puis quand ils retournent à l'école, les intervenants, ils ne sont pas les bienvenus. Bien, je peux vous dire que ça fait toute une différence sur l'expérience du jeune. Alors, il y a ce besoin de collaboration authentique, puis je dirais, puis je ne veux pas blesser personne s'il y a des milieux scolaires ici présents, mais de ne pas craindre l'ouverture vers les milieux qui soutiennent les jeunes. Au contraire, il faut le promouvoir et que ça ne devienne pas des cas d'exception ou des cas de projet particuliers, mais que ça devienne une façon de faire, de réunir les forces. Puis qui offre une voix aux jeunes qui leur donne de l'espace pour s'exprimer, pour être entendus. Contribuer au développement de projets de vie des jeunes en les soutenant dans la découverte de soi. Les jeunes sont unanimes. Dites-moi pourquoi je vais à l'école. C'est dur aller à l'école, pour toutes sortes de raisons. Puis ici, on parle de diversité de besoins, là. Diversité étendue de besoins. Alors, pourquoi devrais-je aller à l'école? Et ils vous l'ont donné la réponse tout à l'heure. J'ai besoin d'un projet de vie. Aidez-moi à trouver mon projet de vie en me retrouvant moi-même et je vais trouver un sens à l'école. Reconnaître que le curriculum n'est rien sans les jeunes à qui il est destiné. Ça, c'est une phrase que j'aime tellement, là. C'est ma dernière diapo, fait que je me permets de prendre 3 minutes de plus. J'ai-tu le droit? Oui, je peux. Je regarde le maître de cérémonie, il n'a pas fait de grimace, je suis correct. En éducation, il y a un principe qui s'appelle le principe de loyauté partagée. C'est super beau, vous pouvez prendre ça en note. Principe de loyauté partagée. Puis le principe de loyauté partagée, c'est complexe, parce que ça place les enseignants dans une posture, imaginez une balance, là. D'un côté, j'ai un curriculum qui est imposé, mais de l'autre côté, j'ai les jeunes, l'intérêt des jeunes, l'engagement des jeunes, les besoins des jeunes, parce que le curriculum, il est pour eux, il n'est pas pour le prof. Puis le curriculum, il n'est pas pour le ministre de l'Éducation, il est pour les jeunes. Alors, le défi des enseignants, c'est d'adopter une posture de souplesse qui reconnaît la pertinence d'un curriculum, ça fait partie de leur job, mais qui reconnaît aussi que ce curriculum-là, il est pour les jeunes dans leur classe. Et que si ces jeunes-là ne sont pas bien, s'ils n'y voient aucun intérêt, s'ils ne s'en sentent pas engagés dans ce curriculum-là, il faut faire quelque chose. On ne peut pas juste pousser le curriculum comme si les gens devant nous étaient
inactif. Apprendre, c'est pas ça. Apprendre, c'est s'engager et c'est être actif cognitivement et affectivement. Alors, le principe de loyauté partagée, toutes les ressources professionnelles qui entourent l'école, les ressources communautaires qui entourent l'école et le jeune peuvent contribuer à ce principe de loyauté partagée. Aider le milieu scolaire et l'enseignant à prendre en compte cette espèce d'équation et de balance-là en gardant l'importance du curriculum, mais en ne négligeant pas l'importance de l'élève à qui il est destiné. C'est une belle phrase, hein? Reconnaître que le curriculum n'est rien sans les jeunes à qui il est destiné. Oh, hein? Alors, merci beaucoup, Nadia. On va prendre quelques interventions, quelques questions avant d'aller à la pause. Je suis Frédéric Gagnon. Je suis agent de développement à la Commission scolaire de Laval. Aujourd'hui, ce que j'entends, c'est que je sers à quelque chose. Je suis un transfuge, par contre, dans le sens où j'ai travaillé longtemps au niveau de la santé, au niveau du milieu communautaire, puis je viens d'arriver à la Commission scolaire, ça fait à peu près 3 ans. Et je viens de terminer un projet de recherche sur les collaborations école-communauté, entre autres. Je me sens comme un sac de popcorn. J'aurais plein d'affaires à vous dire par rapport à ce que vous avez dit aujourd'hui. Mais l'élément important que je vais partir... J'ai mieux un sac de popcorn qu'un sac de tomates. Non, mais je me sens comme... J'ai plein d'idées qui partent, puis je ne suis pas capable de les coller ensemble. Ça me prendrait du caramel pour les tenir un peu ensemble. Le principe de loyauté partagée, je trouve ça super intéressant. Puis j'étais sévère face au milieu de l'éducation avant d'y entrer. Puis je pense qu'un des problèmes qu'on vit, c'est que le système d'éducation est construit comme une industrie. Tout à fait. Donc, on est comme dans un système où les enseignants sont amenés à produire des savoirs. Donc, ce qui fait que pour moi, l'éducation n'est pas vue dans une vision holistique, donc globale de l'élève, mais plus dans un rapport à ces savoirs-là. Et bien sûr, les enseignants, dans mes projets de recherche, un des éléments importants que j'essaie de faire ressortir, c'est ce temps nécessaire à rencontrer l'autre pour se faire confiance, pour se connaître et se reconnaître, pour défaire les préjugés, pour aussi amener les acteurs du milieu scolaire à comprendre comment les acteurs de la communauté peuvent contribuer à des dimensions cognitives et affectives pour faciliter les apprentissages. Puis quand je fais référence au cognitif-affectif, donc des apprentissages qui sont des fois hors cursus, hein, l'éducation à la citoyenneté. On parlait aussi des besoins, la signifiance, dans le fond, faire du sens. C'est un besoin primordial pour la réussite éducative. La signifiance, si je ne sais pas pourquoi je vais à l'école, qu'est-ce que ça me donne d'y aller? Donc, les acteurs de la communauté peuvent beaucoup contribuer à ça aussi. Et à la question de comment on peut créer des espaces dans un modèle de production comme comme je le perçois, en tout cas, c'est peut-être pas partagé par tout le monde, mais comment je le perçois, où on n'a pas d'espace de collaborer avec les enseignants. Parce que la collaboration, elle passe par le filtre du ministère de l'Éducation et elle descend dans un principe hiérarchisé. Donc, la collaboration devient une forme d'injonction pour les enseignants. Qui souvent ne comprennent pas vraiment comment ça se passe parce que j'ai même, justement, des résultats qui me ressortent, c'est ils pensent que l'action des groupes communautaires, c'est associé aux politiques, puis que ça leur est imposé, puis qu'ils n'ont pas le choix de composer avec. Fait qu'en même temps, en disant, on en a déjà plein notre cours, donc je les ramènerai pas. J'ai pas le temps de m'asseoir, moi, puis de construire, parce qu'en même temps, les paramètres sont déterminés par la structure de la commission scolaire ou du ministère. Bref, la question de la réussite éducative, pour moi, je la questionne beaucoup, parce que je trouve qu'actuellement, elle est définie par le ministère de l'Éducation. À la limite, je me dis c'est une stratégie pour acheter la paix, pour faire comprendre aux autres que tout le monde peut contribuer, mais dans les faits, il y a beaucoup d'éléments qui sont déterminés par le ministère. Donc, on est plus dans une politique ministérielle. La politique de la réussite, je la vois plus comme une politique ministérielle qu'une politique gouvernementale, c'est-à-dire qui implique l'ensemble des ministères. Bref, j'ai beaucoup aimé votre conversation, votre présentation. J'aurais plein de choses à dire, mais je vais me mettre ça à la liste pour l'année prochaine pour faire une présentation.
Merci beaucoup de votre merci. intervention. Je pense que ça prend... on est peut-être rendu à l'étape de faire une petite mini-révolution. Une mini-révolution parce qu'il faut qu'on comprenne bien. Je pense qu'il faut que l'école comprenne et que les enseignants comprennent que la collaboration, elle est essentielle. Elle est essentielle à leur propre bien-être, elle est essentielle au bien-être des jeunes, elle est essentielle à l'engagement. Et il y a des milieux, et c'est là où il y a un arrimage à faire entre les connaissances issues de la recherche et ce qui se fait à l'école. Parce que les connaissances issues de la recherche nous donnent tout un tas de leviers pour favoriser la collaboration, même à l'école secondaire. Alors, les recettes et les moyens, on les a, mais ça oblige un changement de structure rigide, hiérarchique, etc. Tu as des milieux scolaires qui acceptent de le faire. C'est de l'initiative personnelle. Des fois, c'est des commissions scolaires qui acceptent de le faire. Mais je pense qu'il faut faire du bruit autour de la collaboration pour faire valoir sa plus-value et pour les jeunes et pour les enseignants. Dans ce sens-là, c'est là où je pense que de travailler sur les conditions nécessaires pour que les enseignants participent. Je prends l'exemple d'un enseignant du secondaire. S'il y a 150 élèves, développer une relation personnalisée avec un élève, ça devient un défi parce que dans les sens, il y en a même qui me disent « je ne connais pas les 150 élèves ». Mais il n'est pas obligé d'en avoir 150. Il n'y a rien dans la convention collective qui dit qu'il doit en avoir 150. On a créé une structure qui fait ça. Il y a des résultats de recherche qui nous montrent qu'on peut décloisonner, on peut faire ça différent. Il y a des milieux qui le font. Puis là, ils se rendent compte que finalement, c'est bien plus agréable d'enseigner, puis nos jeunes, il y a moins d'absence. Puis ils aiment ça chez nous. Alors, il y a des choses à faire, mais il faut accepter de défaire cette espèce de structure qui date de Mathusalem. Alors, je suis sans voix, presque. Mon nom est Lourdes Rodriguez del Barrio, donc je vais dire quand même qui je suis parce que ça peut être... Je dirige actuellement, je suis directrice à la recherche sociale au CIUS du nord de l'île de Montréal. Et je dirige depuis déjà une vingtaine d'années une équipe de recherche qui s'appelle l'équipe de recherche et action santé mentale et culture. Dans le contexte de mes recherches avec cette équipe qui travaille en partenariat avec les personnes concernées et avec des ressources alternatives en santé mentale et aussi dans le milieu interculturel, nous avons fait une recherche sur le soutien aux études en santé mentale. Donc, pour les jeunes qui vivent des difficultés en santé mentale. Dans cette étude-là en particulier, on travaille non pas à partir du milieu hospitalier ou psychiatrique pour aller aider les gens à réincorporer les écoles, mais on travaille à partir des jeunes qui vivent une situation de crise, qui émergent dans les milieux scolaires et qui montrent vraiment les limites d'accueil des institutions scolaires, en particulier postsecondaires dans le cas de l'étude qu'on a fait, et qui fait en sorte que on est allé chercher et à la mise en place par le soutien du ministère Santé et Services sociaux, un organisme communautaire qui s'appelle Prise 2, qui a articulé 3 réseaux extrêmement difficiles de mettre ensemble. Les réseaux de l'éducation, les services d'aide aux étudiants en difficulté, les commissions scolaires qui vont donner des professionnels, qui vont dégager des professionnels pour aider la personne qui vit des difficultés en santé mentale, et les réseaux de la santé et services sociaux. Dans cette expérience-là, en tout cas, je suis un petit peu comme un intervenant antérieur, je pourrais prendre des heures à dialoguer avec vous pour essayer de trouver et de dépasser justement ce qu'on montre comme difficulté et les bonnes intentions de cette vision de collaboration avec les jeunes, etc., quand on travaille dans les milieux scolaires, et trouver des ponts pour travailler avec les réseaux de santé et services sociaux et trouver des ponts pour travailler avec les jeunes. Dans ce contexte-là, j'ai plein de questions pour dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour dépasser les immenses obstacles? Par exemple, je nomme 2-3 obstacles, puis je vous lance la balle pour voir comment est-ce qu'on pourrait faire par la suite pour trouver des interventions qui nous permettent de faire des ponts entre la journée d'hier, on parlait santé mentale, la journée d'aujourd'hui, on parle éducation, la journée de demain, etc., dans cette magnifique colloque. Je vous donne des exemples que vous avez nommés et que j'étais ravie d'entendre. Effectivement, quand une jeune vit une crise dans les milieux scolaires, qu'on considère qui déborde et qui pourrait, cette personne-là se retrouve à avoir besoin d'un diagnostic. Pour avoir accès à des accommodements,
il faut avoir un diagnostic psychiatrique. Si on n'a pas des structures qui permettent d'aller rapidement chercher ces diagnostics-là, les jeunes vont se retrouver sans aucune possibilité d'avoir un accommodement. Si ces jeunes n'ont pas un organisme qui a la place de considérer qu'il y a besoin d'être hospitalisé en psychiatrie, avec les obstacles de l'exemple que vous avez donné, qui est vraiment très significatif, hein, les milieux institutionnels en psychiatrie va vouloir protéger les jeunes par la médication, il va avoir peur de risquer qu'ils retournent à l'école. Alors que c'est d'une certaine façon tout le contraire qu'il faut faire. Il faut trouver la façon de structurer le travail de ces milieux en psychiatrie, des services sociaux, etc., pour qu'ils soutiennent les jeunes, pour qu'ils reprennent les risques de retourner à l'école le plus rapidement possible. Alors là, on a des obstacles institutionnels très importants, entre autres simplement les formulaires par lesquels les jeunes vont demander, par exemple, une bourse pour, à la place d'avoir un prêt de bourse pour poursuivre ses études, etc. C'est-à-dire qu'il y a plein de détails qu'il faudrait étudier en finesse pour réussir à défaire les obstacles institutionnels qui font en sorte qu'on pourrait désamorcer des situations de crise qui feraient en sorte qu'à la place de voir chaque jeune comme trouble d'apprentissage, trouble de santé mentale, etc., on pourrait commencer à voir les jeunes dans son potentiel et structurer les choses. Ça demande vraiment un travail de réflexion sur le plan intersectoriel qui nous permettrait de défaire ces lieux-là. J'ajoute une autre chose, la dernière. En conclusion? En conclusion, absolument. Je suis vraiment désolée, je prends les 3 minutes de plus que vous avez demandé. Les familles et les proches, comment faire pour que l'école ne se construise pas d'une certaine façon sans la collaboration des familles et des proches, qui sont aussi extrêmement interpellés par tout ce que vous avez nommé là. C'est quelque chose d'extrêmement important. Puis finalement, dans ce que vous avez dit, la littératie, c'est-à-dire il nous manque beaucoup de ressources en médiation, je dirais, intellectuelle, par exemple, c'est-à-dire rendre accessibles les connaissances pour les jeunes, pour qu'ils arrivent à saisir tous ces mots qui se superposent et qui constituent leur identité d'une façon que vous avez vraiment mis très bien en évidence. Merci beaucoup, puis excusez-moi pour le temps que j'ai pris. Alors, il y avait une autre personne, juste un petit peu plus haut. Bonjour, mon nom est Véronique Veilleux. Je travaille au Centre jeunesse de Montréal avec une clientèle de jeunes contrevenants. Souvent une clientèle qu'on appelle bout de ligne, qui ont une comorbidité dans les difficultés. Vous parliez beaucoup, vous faisiez beaucoup référence Maison des jeunes, CJE. Moi, par expérience, parce qu'on est en train de construire, nous, un projet pour favoriser l'ancrage scolaire de nos jeunes. Fait qu'on essaie de voir quel organisme, on est en train de trouver les organismes qui pourraient travailler avec notre clientèle de bout de ligne. Est-ce que vous, dans votre pratique, vous avez vu certains de ces organismes-là? Parce que j'imagine que vous êtes allés voir. Puis des fois, moi, ma clientèle ne vont pas dans les maisons des jeunes. C'est peut-être pas toujours... c'est difficile de les amener dans les maisons des jeunes, par exemple. Okay. Bien, dans les projets qu'on a faits, si je reviens au Carrefour Jeunesse Emploi, ils ont été souvent porteurs de sens, en tout cas pour les jeunes, et même des jeunes de bout de ligne, notamment dans des projets Podium et ou Tango, là, c'est des synonymes là, qui visent la réintégration à l'école, mais où il y a tout un travail qui se fait au centre avant de réintégrer l'école. Puis encore une fois, ça prend un intervenant qui est capable de travailler aussi avec des jeunes qui peuvent être challengeants, là, tu sais. Puis j'en ai un en tête là, que je vois, puis je me dis, mon Dieu, je vous mettrai en contact, puis vous auriez un plaisir fou, là. Mais je vous dirais que c'est peut-être le Carrefour que j'ai vu qui a fait des projets avec ces jeunes-là. J'ai souvenir j'en vois un dans ma tête encore, un jeune, là, écoutez, tout un coco là, qui est revenu, mais qui a gardé son torque, là. Mais il est adorable, puis il est en train de finir à l'éducation des adultes, il est fier comme ça n'a pas de bon sens. Mais il est parti de loin en tabarouette, là, où il avait le goût de tout chavirer, mais c'est vraiment les intervenants qui l'ont suivi, puis qui l'ont coaché, puis qui l'ont écouté, puis qui l'ont mis en contact. Fait que je pense que ça se peut. Puis pour avoir des collaborations fertiles, puis je reviens un peu avec la dame qui a parlé précédemment,
On a étudié longtemps, j'ai été longtemps titulaire de la chaire de recherche Thomas Maurice, 2002-2018. Ça visait d'étudier le changement en contexte scolaire pour soutenir le bien-être et la réussite des jeunes. Je ne suis pas originale, je suis tout le temps dans le même créneau. Puis c'est possible de changer des choses, mais c'est un très long processus. Puis, tu sais, quand je dis un long processus, là, il y a juste la première année, là, on est juste à s'entendre sur les mots, sur défaire des croyances pour arriver à trouver ensemble, entre partenaires, un sens commun. Se donner un objectif commun, puis ensuite planifier comment on va y arriver. Et le danger, c'est des alliances forcées qui, en bout de ligne, vont marquer certaines personnes, mais qui ne perdureront pas dans le temps. Alors, on a effectivement un réel défi. Une autre piste que je pourrais donner pour défaire les croyances, c'est tous les projets d'action communautaire qu'on peut mener à l'école, les projets de service. Des projets de service, non seulement ça sert les jeunes, mais ça ouvre les yeux du milieu scolaire sur des organismes communautaires ou autres qu'ils ne connaissaient pas ou qu'ils pensaient connaître, mais pas pour les bonnes choses. Fait que je pense qu'il y a de l'espoir, mais ça prend des actions ciblées, concertées, où il y a beaucoup de dialogue et il faut se donner le temps de développer le discours commun, de se comprendre pour faire avancer les choses. Puis je vois, moi, j'ai été une dizaine d'années dans l'Ouest, puis je dois vous dire que c'était beaucoup plus facile, parce que peut-être qu'il y a déjà un esprit plus communautaire. Quand je suis revenue au Québec il y a 20 ans, c'était 21 ans maintenant, c'était excessivement difficile. Mais je commence à voir, même au Québec, des milieux qui disent il faut que ça change, on va faire quelque chose, il faut que ça change. Puis qui acceptent d'embarquer dans des projets qui vont restructurer l'école ou un morceau de l'école ou un morceau de la direction des services éducatifs. Fait que je pense qu'il y a de l'espoir. En tout cas, moi, je suis frénétique, je suis quasi émotif. Ça met la table aux discussions qu'on va avoir, beaucoup d'enjeux, beaucoup de réflexions et de changements. Alors, merci beaucoup, Nadia. Ça fait plaisir.